Voilà, donc nous avons le plaisir d'accueillir pour cette deuxième conférence de l'après-midi Stéphanie Willer de l'Université Paris 7. Stéphanie Willer est spécialiste des images dionysiaques dans le monde romain. Elle a publié beaucoup de travaux sur la représentation de la nature, mais elle s'est aussi consacrée à la représentation de l'architecture dans ce domaine. Et aujourd'hui, sa présentation va traiter plus particulièrement des portes monumentales en trompe-l'œil dans la peinture de Pompéi. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue. Merci. Alors, la technique suit, c'est merveilleux. Je viens vous parler autour de la porte d'Ishtar. Donc, on va voir qu'on va être très périphérique dans le autour de la porte d'Ishtar de Babylone. Mais effectivement, ça donne l'occasion de réfléchir sur un dossier de peinture romaine, de peinture pompéienne en particulier, et qui, voilà, donc le point d'accroche, partant de la porte d'Ishtar, effectivement, la porte d'Ishtar frappe par son caractère monumental. Ça, je suppose que vous avez suivi ça depuis le début, et ça se voit sur cette petite vignette que je vous ai mise ici. Le caractère monumental, quand il n'y a plus le monument, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement? On peut garder une porte monumentale en ayant perdu le monument, qui était la muraille de Babylone, bien sûr. Donc on voit comment, on assiste avec cette porte qui est extraite de son contexte d'origine, un changement de fonction. Un changement de fonction dans sa nouvelle place, dans la muséographie du Pergamon Museum de Berlin, où on voit effectivement que, elle a toujours une fonction de porte. Ça, c'est intéressant parce que elle a toujours sa fonction de passage. Vous voyez qu'il y a des personnages qui passent. Voilà, c'est resté une porte. Donc ça, évidemment, ce n'est plus le même extérieur et ce n'est plus le même intérieur, mais la fonction perdure. Et c'est sans doute un effort de la part des muséographes. C'est sans doute assumé et conscient. Pour autant, alors, elle assume sans doute moins sa fonction de seuil, c'est-à-dire de seuil au sens plein du terme, d'espace de transition entre un espace et un autre, un intérieur et un extérieur, qui fait que, par sa monumentalité, il y a le temps du passage qui fait qu'on va avoir une forme de transformation. Alors ici, c'est une transformation assez physique, mais on se prépare par, effectivement, le gigantisme de la porte à passer dans autre chose. Donc cette deuxième fonction de seuil, effectivement, est intéressante, mais évidemment, elle est perdue dans cette nouvelle muséographie. Et enfin, elle a aussi une fonction de communication, puisque on l'a décorée de façon aussi riche et aussi imposante pour exprimer un message de la part de ceux qui détiennent cette porte, qui détiennent Babylone, à donc l'intention de ceux qui viennent de l'extérieur et qui vont entrer. Donc il y a tout un message véhiculé par le décor de la porte. Donc ces trois fonctions que j'aimerais maintenant interroger à propos d'un corpus donc qui m'est beaucoup plus familier, qui est celui donc de ces peintures en trompe-l'œil, ces portes monumentales qui sont peintes en trompe-l'œil sur des parois peintes de maisons et de villas dans l'Antiquité romaine, et en particulier la ville de Pompéi que vous connaissez bien évidemment. Donc évidemment, on va tout de suite, proportion gardée, on n'est plus du tout dans le même type de monumentalité, et on arrive chez des particuliers. On arrive chez des particulier de province, on va dire, pour faire simple. Pompéi, évidemment, c'est pas Babylone. Alors, les peintures que je vais vous montrer essentiellement, surtout au début, on verra quelques autres à la fin, un peu plus tardives, mais elles datent du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et à cette époque, Pompéi, donc, c'est peuplé ce sont des peintures assez riches que je vais vous montrer, donc d'une notabilité plutôt aisée, de quelques propriétaires qui viennent de Rome et qui ont leur maison de campagne, si vous voulez, à Pompéi, mais effectivement, on ne va pas du tout être à l'échelle de la porte d'Ishtar. Mais c'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire qu'on va avoir des portes monumentales à leur échelle, très orgueilleuses, me semble-t-il, dans certains cas, vous allez le voir, dans ces espaces, somme toute, assez modeste, d'intérieur, de particulier, comme on pourrait en avoir chez soi, vous et moi. Je ne sais pas si ça vous donnera des idées pour redécorer votre salon.
Alors, donc ce que l'on peut voir sur cette première diapositive, effectivement, c'est pour vous montrer dans quel contexte on voit ce genre de porte en trompe-l'œil. Donc, vous voyez, ici, on est à la Villa des Mystères. Hein. Pour ceux qui ont été à Pompéi, vous connaissez cette villa bien connue. Hein. Là, je la montre juste pour le principe, hein, pour le plaisir. Hein. Elle s'appelle Villa des Mystères parce qu'il y a la fameuse fresque avec des mystères dionysiaques, hein, mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. Donc nos portes monumentales, elles ont rien de mystérieux a priori. Par contre, les décors qui nous intéressent, ils datent de la même période, c'est la même phase de décoration, c'est les mêmes propriétaires, les mêmes décorateurs que cette phase de cette fresque particulièrement connue. Et alors, la première que je vous montre, elle vient de cette pièce, cette Oecus 6. D'un point de vue, quand un c'est nom de pièces, hein, c'est les archéologues qui les donnent. Oecus, ça veut dire grande pièce dont on ne connaît pas la fonction en jargon archéologique. Hein. Donc effectivement, on ne sait pas exactement quelle était la fonction de cette pièce-là. C'était une pièce de réception vraisemblablement, un salon, etc. Donc on n'est pas Enfin, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Hein. À quoi servaient ces pièces pour comprendre les décors qui les recouvrent. Hein. Donc notre salon 6 de la Villa des Mystères. Donc vous voyez que les parois sont décorées de ce qu'on appelle du deuxième style pompéien. Hein, vous savez qu'il y a 4 styles pompéiens. C'est chronologique, il y a des modifications, enfin je ne rentre pas dans les détails, si ça vous intéresse on pourra en reparler. Et donc là on est typiquement dans le deuxième style qu'on appelle aussi le style architectural. Vous devinez pourquoi. On a précisément des imitations d'architecture en trompe-l'œil qui recouvrent ces parois. Donc vous voyez qu'on a comme ça des colonnades. Hein. On a un effet de perspective qui commence, alors qu'il pourrait être plus ou moins développé. Ici on est à une phase assez précoce du deuxième style, donc ça c'est les débuts, hein, mais vous avez déjà des effets de profondeur hein, et de perspective, même si on ne parle pas encore de perspective dans le sens renaissance du terme. Et donc on imite des façades d'édifices importants, puisqu'on a des colonnes, on a des plaquages orthostates, on a des fils isodomes, hein, avec un jeu de couleurs qui souvent rappelle des matériaux nobles. Hein. Ici, c'est pas forcément très évident, hein, mais si on regarde dans le détail, on aura des imitations de marbre divers. Hein. Donc effectivement, ce sont des façades luxueuses. Hein. Alors des façades de quoi? Ça, pour l'instant, je laisse ouverte la question, on y reviendra. Et donc, dans ces architectures peintes en trompe-l'œil sur ces murs, sur les 4 murs, hein, eh bien, on a une porte, une grande porte au milieu de cette paroi-là. Hein. Donc, vous voyez que par rapport à la petite porte pour entrer, elle est tout à fait proportionnée à l'ensemble de l'architecture et elle est dans l'effet de perspective bien plus monumental que la petite porte. Bon, ici, vous ne la devinez pas, hein. Enfin, vous ne la voyez pas, vous ne faites que la deviner, mais la porte qui permet d'accéder réellement à la pièce. Donc, cette porte, effectivement, elle est centrale dans la paroi, hein, ça c'est évident. Alors, est-ce qu'elle ouvre ou est-ce qu'elle ferme? Ça c'est une question. On est de quel côté? On est à l'intérieur ou on est à l'extérieur? Là-dessus, les historiens d'art, ils aiment bien jouer dans ce type de décor, hein, sur l'espace de l'image et l'espace réel. Nous, on est réellement à l'intérieur d'une pièce. Pour autant, on peut très bien être à l'extérieur. Si vous vous sentez comme un véritable spectateur, vous avez envie de pousser la porte pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Hein. Mais rien ne vous dit que, en réalité, on est à l'extérieur et on veut rentrer à l'intérieur. Enfin, ça peut marcher dans un sens ou dans l'autre. Hein. Et de toute façon, je crois que ces portes-là jouent sur cette double potentialité. Hein. On verra qu'il y a plusieurs dispositifs proposés, mais on ne sait pas de quel côté on est, et c'est déjà un des intérêts du jeu. Hein. Pour autant, vous voyez que, alors c'est fermé, et là bien fermé, hein, là, pas d'ouverture possible, pas d'entre-ouverture possible, on ne va pas regarder par le trou de la serrure. Par contre, vous avez, bien mieux qu'un trou de serrure, vous avez des ouvertures. Alors c'est pas vraiment des fenêtres, hein. Si on voulait rentrer dans le détail, vous voyez ici avec le bleu du ciel, hein, que l'on voit, on voit qu'il y a des ouvertures aménagées, mais
concrètement, si on voulait restituer ça sur une architecture réelle, ça fonctionnerait pas. On ne sait pas exactement ce que c'est que ce trou, cette coupole, etc. Vous voyez, avec un mur qui s'arrête comme ceci, vous avez, encore une fois... Si vous regardez, la perspective, elle fonctionne pas. Mais ce que le peintre a voulu faire, c'est des ouvertures. Donc effectivement, alors ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement à l'intérieur et que le ciel est à l'extérieur. On peut être à l'extérieur et avoir une ouverture sur un autre extérieur. Encore une fois, tout est ouvert, si je puis dire. L'interprétation est ouverte, en tout cas. Tout est possible. Donc, vous voyez que, déjà, on va jouer sur ces jeux d'ouverture, de fermeture, d'intérieur, d'extérieur. Et donc, effectivement, la question qui reste ouverte, c'est qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Alors, si vous voulez, juste, je vous la montre un peu plus en détail, cette porte, parce que ça vaut le coup de la regarder un peu plus précisément. Simplement pour, donc là, la diapo est pas excellente, mais simplement pour vous signaler que on a beaucoup de détails que vous n'aviez pas forcément vu de prime abord, donc alors et surtout des détails de luxe. Donc on est dans le trompe-l'œil, on peut tout se permettre. On peut mettre les matériaux qu'on veut, on peut mettre les détails qu'on veut. Donc on a mis des clous dorés sur la porte. Ici on a mis un motif d'écailles de tortue. Ici on a mis un plaquage de bois précieux sur l'architrave. On a mis, alors je suis pas sûre, c'est pas très bien fait. Il y a des boules rouges. Alors est-ce que c'est des pierres précieuses? Dans d'autres systèmes, on aura des pierres précieuses effectivement représentées ici, ou simplement des clous en cuivre, c'est possible. Vous voyez que le fronton est décoré également bon, je rentre pas dans tous les détails. Je parle du fronton. Pour moi, c'est une évidence parce que je les ai regardés toute la matinée, ces portes, mais c'est pas évident qu'il y ait des frontons sur les portes, évidemment. La porte elle-même, vous voyez, c'est deux battants. Vous avez un chambranle lenté, et puis par-dessus, il y a tout un dispositif avec un entablement, un fronton, etc. On est vraiment dans quelque chose de tout à fait monumental, c'est le cas de le dire. Et vous voyez que derrière, ça continue. On a la porte elle-même, qui n'est pas vraiment reliée à un mur. Je vais vous remontrer la vue d'ensemble, mais avec les colonnades sur les côtés, c'est pas très très clair. Vous voyez qu'ici, il y a un voile sombre, rouge sombre, alors le rouge est un peu bruni avec le temps, et vous voyez que derrière, on a des colonnades, vous distinguez ici les chapiteaux, et puis donc le bleu du ciel. Donc on voit qu'il y a quelque chose derrière, il y a une promesse de quelque chose. Alors de quoi s'agit-il? Encore une fois, on laisse un peu de suspense. Ça, je voulais simplement vous montrer des vraies portes, puisque dans la Villa du Mystère, on en a retrouvé. Alors on n'en a pas vraiment retrouvé parce qu'elles étaient en bois, elles ont brûlé avec l'éruption du Vésuve, mais vous voyez qu'ici on a fait un plâtre sur le système des moulages qu'on connaît bien à Pompéi. Donc vous voyez à quoi peuvent ressembler les portes, les vraies portes de la même villa. Alors elles ne sont pas tout à fait de la même période, mais le principe est le même. Et donc vous voyez malgré tout que la structure elle-même, avec comme ça en deux registres, un qui fait le premier tiers supérieur et des montants plus longs dans la partie inférieure, c'est quelque chose qu'on observe. Donc il y a à la fois un écho par rapport aux véritables portes et puis une monumentalisation et un goût du luxe qui se développe par la peinture. Ici, vous avez une autre porte à trois battants. Effectivement, si on revient sur cette porte, l'intérêt de cette porte en trompe-l'œil par rapport à une vraie porte, c'est ce que je vous disais, c'est bien sûr donc par ce luxe et que cette monumentalité qu'elle ajoute par rapport à des vraies portes, ça permet à la fois d'ouvrir l'imagination des spectateurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Encore une fois, je ne pense pas que le message soit absolu, sinon on aurait ouvert la porte pour montrer ce qu'il fallait. Donc même si dans l'Antiquité, peut-être que le champ des possibles n'était pas le même que pour nous, malgré tout, cette porte, c'est une promesse de quelque chose derrière, et donc ça ouvre l'imagination sur quelque chose d'a priori assez grandiose. On a distingué quand même des chapiteaux, des choses comme ça. Et par ailleurs, évidemment, deuxième fonction, c'est que ça rehausse le prestige du propriétaire. On est, voilà, je vous remets l'image d'ensemble, on est dans un salon.
A priori, on peut faire des repas, des réceptions. Hein. Les dimensions de la pièce, c'est à peu près 10 mètres sur 4, hein, elle est oblongue. Donc effectivement, on pouvait tout à fait recevoir. Et donc, si vous êtes dans un décor monumental, c'est que vous-même, vous vous mettez en scène en tant que propriétaire dans ce décor monumental. Vous êtes donc à la hauteur, évidemment, de la monumentalité de ces pièces. Donc c'est effectivement ce qu'on peut observer sur l'analyse de cette première image. Il se trouve que dans la même Villa des Mystères, alors on est dans un salon, on se dit, bon ben voilà, on se met en scène, c'est normal. Il se trouve que dans d'autres pièces de la même Villa des Mystères, sur la même phase de décoration, on retrouve ces portes, vous voyez, vous l'avez repéré ici, hein. Donc ici, on est dans un cubiculum. Un cubiculum, c'est une chambre à coucher. Hein. Alors ici, elle a une structure un petit peu particulière. Je ne sais plus si oui, je vous ai remis le plan. Vous voyez, c'est une petite pièce hein, qui est symétrique hein, par rapport à là. Bon, on est dans les pièces les plus riches, hein, les décorations les plus riches, mais donc elle est beaucoup plus petite. C'est une pièce à double alcôve. Vous voyez, donc ici et là. Je tremble trop pour qu'il y ait une précision précise, mais là et là, vous avez la place pour 2 lits. Hein, donc c'est une chambre double. Hein. Et donc effectivement, vous voyez que là, on est vraiment donc sur Romée. Donc effectivement, vous aviez un lit ici et un autre lit ici. Alors malheureusement, là, la peinture a été découpée, mais il ne s'agissait pas d'une porte. Enfin, il se trouve qu'on sait où elle est, le découpage. Ce qui nous intéresse donc, c'est cette porte-là. Donc vous voyez qu'effectivement, dans une chambre à coucher, le message n'est pas tout à fait le même. Hein. On ne se met pas en représentation vis-à-vis de ses amis voilà, enfin, vous avez normalement moins de monde qui vient dans cette chambre, même si on peut effectivement inviter des intimes. Donc le message se transforme un peu, et évidemment il participe de la même essence. Donc ça veut dire, alors est-ce que les propriétaires de la Villa des Mystères se sentaient vraiment comme des princes, et donc jusque dans leur chambre, eux-mêmes jouaient à cette mise en scène, à tel point qu'ils y adhéraient, et donc ils voulaient dormir aussi comme un prince, hein. Ou alors, enfin comme un prince déjà, je vous donne un élément de réponse, ou alors, est-ce qu'il y a aussi une autre possibilité d'interprétation? En l'occurrence, vous voyez que alors vous devinez, hein, je n'ai pas insisté, je ne vous ai pas mis tous les détails, hein, mais vous devinez ici, par exemple sur ces murs-là, vous n'avez pas d'autres portes, hein, c'est la seule de la pièce, mais vous devinez qu'on voit ici justement ce qu'il y a derrière. Hein. Ici, on voit le début d'un petit temple rond, une tolos. Hein. Vous voyez toujours le ciel hein, qui se retrouve partout. Et donc, on devine, hein, comme ça, par ces ouvertures supérieures, hein, qu'on a vraiment tout un paysage architectural important qui tourne autour de temples. Voilà, on avait déjà vu un fronton tout à l'heure. Hein. Et donc, effectivement, auquel on n'a pas accès puisque ces plaquages hein, en trompe-l'œil hein, ferment complètement, les parois sont complètement fermées à échelle d'homme, hein, ce qui fait que la seule ouverture, si on veut jouer, si on veut entrer dans le jeu du trompe-l'œil, et la seule ouverture, c'est cette porte-là. Hein. Donc effectivement, ça joue, on peut imaginer qu'en voyant cette porte, on s'imagine l'ouvrir et accéder à cet autre univers hein, qui se présente comme une promesse. Vous voyez aussi que cette porte-là, contrairement à l'autre que je vous ai présentée tout à l'heure, on y accède par un escalier. Hein. Donc cet escalier, effectivement, il peut être interprété de façon différente. Dans le système romain, un escalier, ça peut être le podium, enfin de toute façon c'est un escalier qui accède à un podium, hein, ça on le voit. Il y a 2 types de podiums, hein, concrètement, hein, dans le monde romain. C'est soit vous accédez à un temple, vous savez que les temples romains, contrairement aux temples grecs, sont sur des hauts podiums auxquels on accède par des escaliers, donc c'est un dispositif de ce type-là. Vous avez aussi les scènes de théâtre. Donc les scènes de théâtre, quand vous accédez à la scène proprement dite, il y a aussi un accès par des escaliers. Et donc ça va être 2 pistes hein, que je vous suggère déjà maintenant hein, d'interprétation. Est-ce qu'on est dans un système qui vous ouvre vers au-delà de la porte religieux, ou est-ce qu'on est sur des représentations de type théâtral? Est-ce qu'on se met en scène littéralement sur le mode théâtral hein? Et c'est
cette question-là qui va opposer les chercheurs. Ça a beaucoup excité les esprits dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, tout le monde est fatigué du débat, mais personne n'est d'accord. Hein. Donc, du coup, effectivement, la question reste ouverte. Je vais vous donner quelques éléments pour réfléchir sur cette question. Là, c'était juste pour vous redonner un exemple, le détail de la porte que je viens de vous montrer dans le cubiculum, où vous voyez que, alors c'est très effacé, mais vous devinez, hein, alors on est beaucoup plus luxueux, hein, dans un système beaucoup plus luxueux. Vous voyez ici, les chapiteaux, effectivement, sont beaucoup plus travaillés. On a notre petit fronton de porte, hein, avec des décorations suggérées, mais vous voyez que l'ensemble du dispositif est beaucoup plus complexe. On a toujours notre tenture, et derrière, vous devinez des frontons, vous devinez une colonnade en trompe-l'œil, hein, donc effectivement, ça ouvre vers quelque chose d'autre de tout à fait monumental. Donc, avant de se plonger dans « mais qu'y a-t-il donc derrière tout ceci ?», je vous montre quelques variations, parce que ces portes, on les retrouve partout dans le deuxième style. Hein. Le deuxième style, alors il commence un peu plus haut, mais on va dire que les premières portes, on les trouve dans les années 60, avant Jésus-Christ, et on les retrouve dans les phases successives du deuxième style, et en particulier jusque dans les années 40 avant Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas au clair avec l'histoire romaine, hein, on est dans la période où César arrive au pouvoir. Hein. On le garde aussi pour plus tard, hein, cette information. Donc vous voyez que ici, alors on a changé de villa, on n'est plus dans la Villa des Mystères, on est au Plontis, hein, aujourd'hui c'est Torre Annunziata, donc avec la dite villa de Popée, hein, je ne rentre pas dans les détails, qui est un tout petit peu postérieure les décors sont un peu postérieurs à ceux de la Villa des Mystères, mais pas de beaucoup. On est une quinzaine d'années après, hein, effectivement, où on voit, là, vous voyez, le même type. Alors, on a changé d'espace, hein, on est dans l'atrium. Hein. L'atrium, vous savez, c'est la cour, hein, avec le bassin, c'est la pièce principale quand on entre dans une maison. C'est la pièce aussi où le propriétaire se représente dans sa fonction la plus sociale. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est bien repéré. Et donc, vous voyez à nouveau cette porte, les trois marches qui y accèdent. Hein. Et là, on n'a pas un fronton, on a un petit tableau posé, un pinax, avec, je ne sais plus si j'ai un détail ou pas, je crois que oui, avec effectivement des vues, alors toujours de bâtiments. Alors on a dit des vues de villes, alors est-ce que c'est des villes ou est-ce que c'est des sanctuaires à plusieurs bâtiments? On se retrouve toujours avec ces bâtiments, hein, avec plus ou moins des frontons, enfin c'est pas très caractérisé non plus. Hein. Si les peintres veulent caractériser un bâtiment, ils peuvent le faire. Là, ce sont des bâtiments qui sont somme toute un peu générique. Et du coup, là, on se retrouve avec donc, un autre imaginaire, une autre ouverture, un autre dispositif un peu plus abstrait, c'est-à-dire que là, on n'a pas une ouverture en trompe-l'œil avec une perspective qui fait comme si derrière, il y avait ces espaces. Là, c'est un tableau qui dit, imaginez que derrière cette porte, on ne vous le fait pas en trompe-l'œil, imaginez que derrière cette porte, vous ayez un paysage de ce type. Hein. Donc, vous voyez qu'on joue aussi sur les virtualités du trompe-l'œil. Par ailleurs, donc, vous voyez les variations, hein, je n'ai pas besoin de les commenter. Ici, on a des personnages qui décorent la partie haute des montants, hein, des personnages féminins ailés qui tiennent des torches. Ça, il y a une connotation un peu plus... Alors, religieuse, c'est beaucoup dire, parce que dans le système des représentations romaines, la mythologie, les personnages divins ou mythologiques, hein, ils peuplent tout l'espace. Donc à moins de dire que tout est religieux, et de fait le religieux était partout dans la vie quotidienne, c'est le système polythéiste qui veut ça, ça ne veut pas dire qu'on a une symbolique très forte d'un point de vue religieux. Hein. C'est tout un débat là aussi, hein, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ce sont les portes d'un temple, hein, parce que vous avez ces créatures. De même ici, vous avez, vous voyez, des imagines clipeatae, hein, donc des boucliers avec des têtes qui en sortent. Dans les atria romains, c'est là où les grands hommes, mais encore une fois, on est dans une villa très luxueuse, hein, qui a peut-être appartenu à la famille de Popée, la femme de Néron, mais à cette époque, hein, effectivement, on n'est pas nécessairement dans la haute société romaine, qui, du temps de la grandeur de la République, mettaient les généraux romains mettaient dans leurs atria des boucliers pris aux ennemis, et après ils mettaient leur portrait dans ces boucliers. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de prétentions, hein, il y a une référence
politique, si vous voulez, claire à ce type de décor d'atrium. Mais ici, on transforme, on n'est pas non plus dans un discours guerrier, donc on a mis des têtes de satyres ou de créatures aux oreilles pointues qui répondent bien sûr à ces personnages féminins ailés. Donc vous voyez qu'on a un autre dispositif et qui peut-être oriente ou module le discours et les premières hypothèses, je vous rappelle, de théâtre ou de temple ou de palais. On avait ces trois termes qui étaient apparus. Je vous les montre un petit peu en série, on pourra y revenir si ça vous intéresse. Donc dans la même villa de Popée, dans un triclinium, cette fois-ci, c'est une salle de banquet, cette fois-ci, c'est la salle à manger, si vous voulez, où on va très richement décorer. Vous voyez, on a une variation, c'est pas le même type de porte, mais vous avez des heurtoirs avec des têtes léonines. Vous voyez, vous avez tous ces décors, le bouclier qu'on retrouve, le luxe, je vous parlais tout à l'heure du luxe avec les boules rouges dans la Villa des Mystères. Vous voyez que là, pour le coup, on a inséré des pierres précieuses sur ces colonnes dorées, etc. On peut encore une fois, ça coûte pas cher le trompe-l'œil, donc autant y aller franchement. Et vous voyez, on a toujours notre tenture, et puis des colonnades qui se déclinent toujours plus. Je finis cette série pour vous montrer, il y en a d'autres, mais pour vous montrer que c'est quelque chose vraiment qui a fait phénomène de mode à cette époque, donc dans ce milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc je vous montre une dernière chambre à coucher dans une villa aussi à côté de Pompéi, à Bosco Reale, qui est donc un petit peu plus tardive encore, elle est dans les années 40 cette fois-ci, avant Jésus-Christ. Elle est bien connue, elle a été la muséographie au Metropolitan Museum de New York vous la présente de la sorte, donc vous voyez, comme ça vous faites une idée de ce que c'est qu'une chambre à coucher. Et donc effectivement, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les deux parois longues de cette chambre à coucher d'une villa richement décorée de Bosco Reale. Donc la paroi longue, vous voyez, on a encore une variation de plus en plus complexe sur ce style architectural. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on retrouve nos portes. Donc en fait, il y en a 3 de chaque côté. Là, vous en voyez 2 ici. On retrouve nos portes qui sont fermées, qui alternent avec des panneaux. Alors on ne sait pas s'il y a continuité ou pas. Ça suggère une continuité, mais en réalité, ça ne marche pas vraiment si vous faites le détail. Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas la réalité du trompe-l'œil et de la restitution qui importe à ce moment-là. Mais vous voyez que là, pour le coup, il y a des ouvertures. Ici, c'est ouvert et vous pouvez passer de l'autre côté. De l'autre côté, il y a des choses cultuelles. Là, on a une statue de culte d'Artémis. Vous voyez, ici, on a à nouveau une tolos, ce temple rond dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a des petits parapets. C'est pas toujours tout complètement ouvert, mais c'est un autre système d'ouverture et de fermeture. Et alors, si on revient à nos portes, ce qui nous intéresse, effectivement, donc on en a 2 ici, donc encore une fois, on en a d'autres, et elles ouvrent sur ce panneau-là qui est délimité par les colonnes toujours plus luxueuses, comme vous le voyez. Et donc, effectivement, on a des successions de bâtiments. Alors là aussi, il y a eu grand débat pour savoir est-ce que ce sont des bâtiments d'une villa luxueuse, une villa à cette époque grand luxe, vous aviez plusieurs pavillons, plusieurs bâtiments, etc. Donc ça peut éventuellement correspondre. Souvenez-vous qu'on est dans une villa luxueuse, donc d'ici qu'on se dit, bon, chez moi c'est comme ça, mais ça pourrait être encore mieux comme sur la peinture, effectivement, il y a bien sûr cet aller-retour qu'on peut toujours faire. On a dit aussi que c'était un paysage de ville, parce que là, il y a tellement de constructions, et puis vous voyez qu'il y a ces constructions ici, qu'on voit avec des effets de profondeur et des tentatives de perspective, quelquefois un peu hasardeuses, mais en tout cas, on voit bien l'effet voulu. Et donc des colonnades qui se perdent, alors qu'ils ne vont pas vers l'infini, effectivement c'est fermé là, mais on voit que ça se perd quand même dans un lointain, ça va quand même, on a un véritable effort de profondeur, de rendu de profondeur. Et donc alors, villa, ou alors ville, ou alors, troisième, en tout cas, ça fait partie des hypothèses, ou alors est-ce que c'est un palais, de même comme la villa est, si vous voulez, le développement de l'imaginaire des palais. Alors des palais quoi? Dans la Rome de cette époque, qu'est-ce que ça veut dire un palais? Eh bien, la référence, c'est la référence au palais des rois. Les palais des rois, c'est qui? C'est les rois hellénistiques, ou ce qu'il en reste.
Les rois hellénistiques, vous savez, c'est ceux qui ont pris les royaumes pour la succession, après la succession d'Alexandre le Grand. Qu'est-ce qui reste à cette époque? C'est Alexandrie. Bien sûr, Babylone, là pour le coup, il y a plus. Pour les Romains, c'est très très lointain. Hein. Donc, évidemment, c'est Alexandrie. Là pour le coup, ils connaissent bien Alexandrie. Hein. Cléopâtre et Jules César, ils se connaissent bien à cette période. Hein. Donc, effectivement. Les palais des Ptolémées, ou assimilés, ou l'imaginaire véhiculé par ce type de décor, c'est tout à fait actif. Donc, alors, est-ce qu'on est donc chez un prince? Est-ce qu'on est dans un temple? Est-ce qu'on est dans une villa luxueuse? Est-ce qu'on est... Alors, sachant que des temples, on peut en trouver dans les palais comme dans les villas. Hein, tout ceci peut s'intriquer. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de réponse forcément exclusive. Hein. Donc, effectivement, on a toutes ces possibilités. Un détail qui a été beaucoup commenté, et que vous avez sans doute vu vous-même, hein, c'est qu'il y a des masques suspendus. Donc la piste théâtrale, effectivement, elle est ravivée. Pourquoi est-ce qu'on a mis des masques de théâtre? Alors ça, on en retrouve partout dans la peinture de deuxième style et au-delà. Et alors là aussi, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire simplement, c'est un signe qui dit attention, on est dans le trompe-l'œil, on est comme au théâtre, hein, ou est-ce que c'est plus, ou est-ce qu'il y a plus de sens à retenir? Un petit excursus sur les peintres qui peignaient, parce que je vous ai parlé des propriétaires. Qu'est-ce que les propriétaires demandaient comme décor chez eux? Les peintres eux-mêmes avaient des traditions. Hein. Souvent, c'était des peintres de tradition grecque hellénistique. Souvent, ils étaient encore grecs d'ailleurs à cette époque. Hein. Donc, c'était voilà, leur formation initiale, c'était Alexandrie. Hein. Donc, Alexandrie ou d'autres zones hein, des anciens royaumes hellénistiques romanisés à cette époque. Hein. Donc, effectivement, eux, ils arrivent avec leur tradition. La filière hellénistique fonctionne très très bien. Par ailleurs, à cette époque aussi, ça fait pas très longtemps, c'est en 55 avant Jésus-Christ, qu'à Rome, on a eu le premier théâtre en dur, c'est le théâtre de Pompée. Avant, les théâtres, les Romains adorent le théâtre, mais ils n'avaient pas le droit de garder des théâtres, ce qui fait qu'il y avait des théâtres éphémères, le temps des fêtes, où on faisait les festivals avec les célébrations théâtrales. Et là, on avait des peintres, on avait des techniciens, des technites qui faisaient en vitesse des décors pour ces scènes de théâtre. Hein. Donc effectivement, que ce soit les mêmes ou qu'ils aient donné des techniques, que ces peintres de théâtre, de scènes de théâtre, aient donné des techniques aux peintres de maisons, de villas, ou que ce été les mêmes peintres, c'est aussi possible. Hein. Effectivement, on voit qu'il y a une communication technique hein, qui est tout à fait possible et que du coup, il soit resté quelque chose de ces édifices de théâtre. D'autant que, alors là, donc là c'est de bonnes choses pour vous la montrer en détail, hein, mais je ne voudrais pas prendre tout le temps de la fin. Voilà, d'autant que, alors je ne vais pas revenir sur celui-ci, excusez-moi, là je vais un peu vite. C'était ce texte-là que je voulais vous montrer. D'autant que, donc, on a des textes notamment de Vitruve, qui est un auteur traité d'architecture, qui est à peu près de cette génération-là. Enfin bon, il a travaillé sous César et il a écrit sous Auguste, hein, qui nous parle de la peinture romaine, parce que ça, c'est une des grosses difficultés pour l'interprétation de ces décors pompéiens et romains en général, c'est que, je vous parlais du propriétaire, je vous parle des artistes, enfin des artisans, on dirait, dans l'Antiquité. Le problème, c'est qu'on n'a aucun texte qui nous font la liaison entre les deux. On ne sait pas comment ils travaillaient, on ne sait pas jusqu'à quel point les propriétaires faisaient des commandes précises sur ces décors. Donc évidemment, l'interprétation d'ensemble ne sera pas la même si le commanditaire dit bon, faites-moi un décor à la mode point, et donc c'est effectivement les traditions des peintres qui va prévaloir, ou si les commanditaires prenaient un soin particulier à adapter à leur personnalité, à leur train de vie, à leur idéologie, les décors dans lesquels ils se mettaient en scène quand ils recevaient. Voilà, auquel cas, effectivement, l'interprétation sera différente. Hein. Donc, un texte de Vitruve qui fait écho au masque qu'on vient de dire. Il y en a d'autres, hein, des textes, mais je vous en montre simplement un. Vous voyez qu'il nous parle donc des peintres il fait de l'histoire de la peinture, si vous voulez, et il dit notamment dans les maisons, hein, on peignait des fronts de scène, donc des
des décors de scène, tragiques, comiques ou satiriques, c'est les 3 types de genre théâtral, hein. Et dans un autre passage qui suit, il précise, les scènes tragiques représentent des palais de roi, hein, vous savez, toutes les tragédies grecques, il y a toujours le palais du roi. Les scènes comiques, c'est des scènes de ville, ça se passe toujours à la ville, et puis voilà, il y a l'esclave qui rencontre le précepteur, etc. Donc on a toujours un décor de ville derrière, ou alors des scènes satiriques. Le drame satirique, ça se joue plus trop à Rome, hein, mais c'est des décors de paysages rustiques, hein, c'est les satyres qui se baladent dans les champs et dans les bois, hein, pour faire rapide. Hein. Donc, effectivement, ça fonctionnerait très bien. Dans le principe, dans le détail, ça fonctionne un peu moins bien. Avec nos décors de scène, hein, enfin, vous voyez, on a des villes derrière, quelquefois on a des palais derrière, hein, donc on pourrait avoir comme ça une allusion à une scène de théâtre, et donc on est alors avec toute une thématique qui est tout à fait connu, hein, pour le monde romain. Skene hobios, hein, c'est la vie est une scène, hein, the world is a stage, hein, Shakespeare n'a rien inventé. Alors c'est pas sur cette coupe-là, mais on a retrouvé cette inscription sur un autre gobelet du trésor de Bosco Reale. On est toujours dans le même coin, hein, à côté de Pompéi. C'est un tout petit peu plus tardif. Vous avez une danse macabre avec des personnages, et c'est les auteurs de théâtre. Hein. On a Ménandre, on a Euripide, etc. Hein. Donc effectivement, cette thématique de je peins mon décor autour de moi parce que nous sommes en représentation, et alors on a une variation sur ces représentations, c'est évidemment extrêmement intéressant de la suivre. Hein. Ça ne justifie pas tout. Si je reviens simplement sur notre décor de Bosco Reale, hein, ici, dans notre cubiculum, hein, effectivement, à la fin, enfin même il faudrait revenir à la vue d'ensemble, à la fin, effectivement, on a cette porte qui devient presque abstraite. Elle ferme quoi au juste? De fait, bon, on a mis voilà, il y a une espèce de porche, mais bon, on voit tout derrière. Là, pour le coup, contrairement à ce qu'on voyait dans la Villa des Mystères, là, on voit tout derrière. La porte, elle est juste là pour marquer, il y a un franchissement. On passe derrière quelque chose d'autre, hein, mais voilà, elle est très luxueuse. Je ne vous ai pas fait le détail, mais vous l'avez deviné. Hein, elle est très luxueuse, et elle est là, donc, dans son luxe, pour marquer, eh bien, on est dans quelque chose de très théâtral, hein, et qui donc ouvre un autre discours. Et dans ce dispositif-là, contrairement au dispositif de la Villa des Mystères, eh bien, ce n'est pas l'imaginaire qu'on suscite, c'est un imaginaire qu'on impose. Hein. Alors, pourquoi est-ce que... Donc là, vous avez vu, j'ai fait une interprétation théâtrale assez marquée. Il y a d'autres pistes, donc encore une fois, la piste de... donc, suivant les auteurs, hein, mais en réalité, suivant les auteurs, les scientifiques aujourd'hui, hein, qui vont privilégier l'interprétation de la mise en scène d'un palais digne d'un roi hellénistique. Hein. Il y a d'autres textes qui viennent appuyer cette hypothèse, ou alors la troisième orientation d'interprétation vers du cultuel, est-ce que c'est un temple, et est-ce qu'effectivement on entre dans une autre réalité qui est celle, là pour le coup, du religieux, hein. À chaque fois, on aura des textes qui vont orienter, hein, un peu comme celui de Vitruve, je vous le montre à titre paradigmatique, qui vont orienter une interprétation, et chaque auteur va dire tel texte fonctionne avec tel décor, d'accord ? Et en réalité, un autre texte fonctionnera avec un autre décor, et un troisième texte fonctionnera avec un énième décor. Hein. En réalité, si les chercheurs, depuis 30 ans, ne sont toujours pas mis d'accord, ils sont toujours avec les mêmes textes, avec les mêmes décors. Hein. De temps en temps, on en retrouve un nouveau, mais on se retrouve toujours avec les mêmes questions. C'est précisément que ces portes, je crois, elles sont polysémiques et elles peuvent jouer sur les 3 tableaux. Hein. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui permet... Bon, c'est une réponse de Normand qui permet de mettre tout le monde d'accord. Hein. Mais je crois que les Romains jouaient très volontiers. Puisqu'on est dans le monde de la représentation, on peut très bien jouer d'une porte pour faire le prince, pour faire l'acteur, ou pour faire le prêtre, hein, si vous voulez, pour simplifier un petit peu. Alors, pour finir, donc, j'avais quelques autres exemples. Hein. Pour finir, c'était aussi dans la piste religieuse, hein, quelque chose qu'il faut aussi garder en tête, parce que
dans l'anthropologie de la porte, si on veut. Pour nous, c'est pas pareil, on voit des portes fermées. Une porte fermée, d'un point de vue religieux, faut se souvenir qu'à Rome, c'est le temple de Janus qui est fermé, vous connaissez cette histoire. On ferme les portes du temple de Janus à Rome quand on est en temps de paix. Et en temps de guerre, on les ouvre. Et donc, évidemment, alors Janus, janois, ça veut dire porte, il y a toute une symbolique derrière, mais ça veut dire que dans ces décors où on voit des portes fermées, et encore une fois, elles ferment sur rien dans le dernier exemple que je vous ai montré, ça montre aussi qu'on est dans un climat alors, de faux semblants, de jeux sur les perspectives, sur les trompe-l'œil, etc., mais aussi des ensembles assez sereins, et en temps de paix, je vous l'ai dit, on est en plein pendant les guerres civiles, les guerres entre Pompée et César d'abord, là on n'est pas daté à l'année près, mais dans les années 40, César vient de se faire tuer, il y a les guerres civiles entre Marc-Antoine et Octave, etc. On est dans une période où tout le monde s'entretue à Rome, dans la société romaine. Et du coup, ces portes fermées, donc, qui ouvrent vers un imaginaire meilleur, c'est aussi une façon de dire, si on accepte que ça peut être des portes de temple, et beaucoup de choses le suggèrent qu'on peut les lire comme des portes de temple, dans certains dispositifs, effectivement, c'est aussi quelque chose de très rassurant de fermer une porte monumentale. Et pour finir réellement, je vous montre effectivement quelques images plus tardives de jeux sur ces ouvertures, ces fermetures. Alors ici, ça fait un effet un peu bizarre parce que le mur est cassé. Mais vous voyez que là, il y avait une porte sur la paroi du fond. Et effectivement, on a une autre porte, notre petit dispositif de porte à l'intérieur de la colonne. Excusez-moi, je suis arrivée. Qui coupe cette première porte extérieure pour donner une autre porte. Là, cette fois-ci, c'est les portes d'un temple. C'est Vénus en personne qui vient avec son petit Cupidon. Elle est horrible, lui aussi. Je vous ai dit, c'est pas la meilleure peinture, la pompéienne. Mais effectivement, on voit qu'on a Vénus et Cupidon qui sortent. Donc là, on a un élément de réponse. Cette fois-ci, Vénus sort ou entre, on ne sait pas dans quel sens, mais on suppose plutôt qu'elle sort de son temple pour entrer dans la pièce dans laquelle on est. C'est une chambre à coucher, je ne vous laisse imaginer les interprétations possibles. Après, quand on avance dans le temps, ici on est dans du 4e style, on est à l'époque de Néron à peu près, on est au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, on est 100 ans plus tard, vous voyez qu'on s'amuse à les ouvrir, vous voyez c'est une porte à 3 battants, on s'amuse à les ouvrir, et là c'est une prêtresse qui sort du temple, elle tient un petit instrument religieux, je ne rentre pas dans les détails, il y a des personnages, on ne sait pas si on est dedans, dehors, etc. On adore jouer sur ces virtualités. Et c'est une des forces de ces portes de 2e style, c'est que, à force de se demander qu'est-ce qu'il y a derrière, les peintres déjà dans l'Antiquité, ils se sont dit, ouvrons-les, entrouvrons-les, et regardons par l'entrouverture ce qu'on peut y voir. Et c'est arrivé jusque, alors là je vous fais un petit, alors je ne vous l'ai pas mis en film parce que c'était techniquement plus difficile, mais effectivement, vous voyez, on a notre porte de la Villa des Mystères. Fellini, dans son Satyricon, a récupéré plein d'images de l'antique. C'est tout à fait passionnant à suivre. Et effectivement, quand nos personnages du Satyricon essayent de sortir d'un espace un peu inquiétant, c'est la scène de théâtre où ils ne sont pas vraiment poursuivis, mais en tout cas, il y a eu une scène assez violente juste avant, et ils essayent de s'en sortir. Ils voient une femme plutôt inquiétante à nos yeux, mais pas aux yeux des protagonistes. Si on fait une correspondance avec le roman de Pétrone, c'est une mère maquerelle qui dit c'est par là que ça se passe. Et effectivement, Fellini, lui, il n'hésite pas à les ouvrir, ces portes, à faire passer ses personnages par la porte. Et effectivement, avec cet applaudissement, et on monte vers autre chose. Et chez Fellini, on est dans une autre scène, un autre espace. Donc vous voyez que ces virtualités, sur cette porte fermée qui ne demande qu'à être ouverte ou à imaginer ce qu'il y a derrière, dans l'Antiquité, on a commencé à les entrouvrir, et Fellini, il a fini par passer de l'autre côté. Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphanie Weller pour cette présentation tout à fait passionnante de ces portes qui ouvrent vers un imaginaire fécond. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle adressées à Stéphanie Weller ?
Alors peut-être juste pour commencer la discussion, les questions, vous avez parlé donc de cette polysémie des portes et notamment de cette méthode habituelle de recourir au texte pour légitimer telle ou telle interprétation. Est-ce qu'il y a aussi une certaine forme de tradition historiographique dans laquelle vous pourriez insérer votre propre positionnement aujourd'hui en disant tout est possible? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que c'est de la lassitude ou est-ce que c'est parce qu'il y a effectivement des éléments qui nous permettent d'accepter aussi cette polysémie dont vous parlez? Alors ça, c'est une question difficile. De fait, ce dossier-là, et plus généralement, c'est tout un dossier qui concerne le deuxième style pompéien, c'est d'où il vient. Alors effectivement, il y a plusieurs enjeux historiographiques sur l'origine de ce style architectural dans lesquels s'insèrent ces portes, hein. Et puis, quelle est l'idéologie que ce discours porte, hein, et donc, je vous l'ai dit, hein, ça a commencé surtout dans les années 70-80, hein, voilà, avec C'était une période dans les années 70-80 où on découvrait des fresques, où on découvrait aussi les tombes de Macédoine, beaucoup de peintures macédoniennes, hein, qui ont permis de poser des nouveaux jalons sur l'histoire du développement de la peinture antique, hein. Et donc, effectivement, ça a rebattu les cartes. Et finalement, donc, il n'y a vraiment pas eu de consensus, mais parce que, et le consensus, il est toujours pas là, parce que vraiment, il y a ces différentes écoles, enfin on n'est pas à l'échelle d'école, hein, mais en tout cas ces différentes pistes d'interprétation qui se répètent un peu et qui continuent à s'opposer assez vertement, sont inconciliables si on veut avoir une réponse univoque, c'est-à-dire que encore une fois, alors excusez-moi, je suis un peu confuse. De fait, il y a vraiment une lassitude, hein, parce que on arrive à une aporie. Les chercheurs sont pas d'accord. Ils ont sorti tous les textes qu'ils connaissaient. Ils ont toutes les images, le corpus d'images, alors qui avait donc évolué dans les années 80 par les peintures de Macédoine, mais qui n'a plus beaucoup évolué depuis. Donc là, on a tous les mêmes pièces du dossier. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on en est là? Donc soit on dit, il y en a qui ont rien compris, et effectivement, et il y a des textes qui n'ont rien à voir et qu'on peut pas du tout rapprocher de nos images, ou alors effectivement on postule que c'est pas un chercheur d'un côté, un chercheur de l'autre, il y a 10 chercheurs d'un côté, 10 chercheurs de l'autre qui sont tous aussi compétents les uns que les autres, et donc c'est effectivement qu'il faut peut-être chercher une voie ailleurs, hein. Alors on garde toujours en tête quand on travaille sur des images antiques que il y a plein de choses qui nous échappent, hein. Je vous disais, est-ce que c'est les artistes ou c'est les propriétaires qui choisissent? Évidemment, ça change tout sur l'interprétation, hein. Et ça nous échappera tant qu'on n'aura pas d'éléments qui nous aidera, et pour l'instant, on n'en a pas. Et je vois pas trop comment... Enfin, on peut toujours tomber sur un nouveau texte, hein, mais c'est quand même assez peu vraisemblable, hein. Par contre, on progresse sur la réflexion sur le statut de l'image. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus nouveau d'un point de vue historiographique peut-être. Et donc la polysémie de l'image, ça c'est pas nouveau, vous allez me dire, mais par contre le fait d'assimiler les conséquences de ce que c'est qu'une image polysémique, c'est-à-dire que ce n'est pas pour dire qu'une porte peut vouloir... Enfin, on part du principe que ce motif de la porte lui-même est polysémique, c'est-à-dire qu'il peut représenter les différentes interprétations que je vous ai dites. Après, cette polysémie, elle est fixée, le sens mouvant dans le signe de la porte, lui, il est fixé par un dispositif. Et le dispositif, c'est chaque villa a son motif et va fixer le sens. Et effectivement, je pense que d'un décor à l'autre, on n'a pas le même message. Et je pense que c'est une façon de réconcilier tout le monde, si l'on peut dire. C'est-à-dire que tout le monde avait raison dans son interprétation, mais il faut arrêter de vouloir le plaquer sur l'ensemble de la production, hein. Et ça vient du fait qui est compliqué par... ce fait-là est compliqué par le fait que, effectivement, on confond origine et idéologie. L'origine, c'est d'où vient le motif, ça on peut suivre le motif, mais c'est pas parce qu'il vient d'une tombe de Macédoine qui va être funéraire. Vous voyez, c'est pas parce qu'il vient de spécialistes du théâtre qui peignaient des décors de théâtre qu'ils vont vouloir plaquer toute la composante théâtrale dans une villa. Donc effectivement, il faut intégrer ces glissements entre l'origine, la technique d'une part, et
l'adaptation idéologique d'autre part, idéologique au sens large. Et du coup, voilà, c'est peut-être, alors je ne sais pas si c'est un signe des temps d'un point de vue historiographique, mais en gros, plus personne ne veut ouvrir le dossier depuis 10 ans. Alors après, il y a d'autres. Alors je ne sais pas s'il faudrait que j'identifie mon auditoire plus clairement, si on peut parler honnêtement ici, mais effectivement, il y a des chercheurs plus terrifiants que d'autres. Et donc notamment un chercheur très, très, très connu qui est professeur, qui a une pignon sur rue, peut-être que certains l'auront reconnu, qui a travaillé sur ces décors, effectivement, est tellement terrifiant à dire que si on ne pense pas comme lui, qu'on est complètement stupide, que plus personne n'ose rien écrire. Ça, c'est aussi dans les blocages de la recherche. Voilà, je n'ai cité personne. Merci. Peut-être que... Alors, il vient de partir en retraite, mais je pense qu'il faudrait qu'il soit mort et enterré depuis 10 ans avant qu'on rouvre le dossier. Mais ça, c'est un... Oui, Oui, merci beaucoup. C'était passionnant puis très agréable à suivre. Je me demandais juste, quand vous avez beaucoup insisté sur les objets de luxe, sur l'imitation de pierres précieuses et sur toute cette fausse matérialité, je me demandais si ces portes restaient toujours uniquement visuelles ou s'il y a des traces ou des documents qui témoignent d'usages dont elles pouvaient faire l'objet, tactile par exemple, enfin j'en sais rien. Est-ce que c'était vraiment uniquement des choses qu'on regardait ou est-ce qu'il y avait des façons de les habiter? Oui, tout à fait. Alors sur les portes en trompe-l'œil proprement dites, on n'a aucun texte qui nous parle des décors. Donc on ne sait pas. Concrètement, donc du coup, ça n'est pas. Alors, on n'a pas beaucoup. On a perdu 98% de la littérature latine. Il faut garder ça en tête. Mais dans les 2% qui restent, il y a des gens qui, Cicéron, il nous parle de la décoration de ces villas avec ses statues, mais ses peintures, il s'en fout complètement. Bon, alors ça, malheureusement, on n'a aucun texte. Donc du coup, comment est-ce qu'on vivait dans ces décors? Effectivement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Alors, on peut imaginer, effectivement, en fonction de la pièce, de la fonction de la pièce. Effectivement, dans une salle à manger, dans une chambre, vous ne les regardez pas de la même façon. Notamment, on a pu avancer un peu dans les pièces de banquet. Effectivement, on a regardé où est-ce que vous êtes positionné par rapport à cette porte, vous, sur votre lit de banquet. Si vous êtes sous, comment est-ce que vous voyez les personnages dionysiaques? Effectivement, ils peuvent sortir des décors, là, dans ces cas-là. Enfin, donc, on a essayé de faire une anthropologie du regard de ces décors, mais qui est extrêmement difficile à restituer, effectivement. D'autres usages. Et puis là aussi, il y a plusieurs regards, c'est-à-dire qu'un invité qui banquette et l'esclave qui vient faire le ménage, il ne les regarde pas pareil non plus, ces décors. Donc ça, effectivement, tous ces regards-là, ils sont très très difficiles à toucher. Quelquefois, on peut entreapercevoir des choses, parce que quelquefois, il y a des graffitis. Alors pas sur les portes, mais sur certains éléments de peinture. Je caricature, mais on va faire des moustaches à un personnage, donc là, on voit effectivement qu'il y a une interaction, si je puis dire. C'est une trace d'une interaction. Mais sinon, effectivement, on ne sait pas du tout. On n'a rien qui nous parle du contact avec ces décors. Ce qu'on arrive éventuellement aussi dans les contextes de banquet à restituer, c'est que on connaît par certains textes des conversations de banquet. Le banquet, bien sûr, on mange, on boit, mais il y a toute une partie culturelle extrêmement développée, et il y a des conversations de banquet philosophiques, littéraires, etc. À tous égards. Beaucoup de la poésie romaine a été composée pour des banquets ou dans des banquets. Et donc là, effectivement, quelquefois, on a pu mettre en correspondance des thèmes qu'on voyait sur les décors de salles de banquet et la poésie. Donc là, on dit, tiens, c'est un appel, en fait, ces images-là sont des appels à conversation pour les salles de banquet. Alors après, pour les autres salles, c'est plus difficile, parce qu'effectivement, ce qu'on faisait dans les chambres à coucher, à part ce qu'on peut imaginer, comme y dormir, effectivement, non mais je veux dire, on a des tableaux érotiques dans les chambres à coucher aussi, je veux dire, bon, ça rentre bien sûr, on peut déduire un certain nombre de correspondances, mais voilà, on s'arrête là, faute de source. Merci beaucoup pour cette très agréable et intéressante conférence. C'était juste pour prolonger la question de ma collègue. Je me demandais si, justement, à Pompéi, on n'avait pas eu la possibilité d'articuler les positions de ces architectures feintes et portes en particulier avec les emplacements des mobiliers. Parce que
ça positionne des corps de façon un peu plus précise. On n'est pas dans un usage ou une projection générale, mais est-ce que ça a été tenté et est-ce qu'il en est sorti quelque chose? Oui, c'est ça. Alors ça, on a effectivement, on y a réfléchi. Dans certains cas, on arrive à avoir des jeux quand on a notamment des candélabres. Et ça, on a vu effectivement, il y a une chercheuse américaine qui est spécialiste de la question qui a pu le montrer sur Bettina Bergman, sur la position de... Alors il y a des candélabres en trompe-l'œil et on a retrouvé des traces de candélabres métalliques réels qui jouaient notamment sur la flamme et la lumière et l'ombre portée que ça produisait. Ça a permis de restituer effectivement la position réelle du candélabre. Donc ces jeux-là, avec le mobilier réel, il existait. Pour autant, il est extrêmement difficile à restituer parce que la plupart du matériel a disparu. Enfin, il y a une grosse partie qui a disparu, qui a été déplacée pendant l'éruption du Vésuve. Donc quand on arrive à restituer déjà un peu de matériel, si tant est qu'il soit resté en place et qu'on arrive vaguement à le reconstituer, pour l'instant, on n'a pas un corpus assez assuré. Et puis surtout, avec les fouilles de Pompéi, quand on a trouvé ce matériel pendant longtemps, on l'a pris précautieusement, mais on n'a pas noté exactement où il était. Donc on peut dire que tel chandelier provient de telle pièce, dans les meilleurs des cas si les carnets de fouilles sont corrects, mais le positionnement précis, il est très très difficile à dire. Donc on sait qu'il y avait des jeux comme ça, mais pour en comprendre les rouages, pour l'instant on n'en est pas encore là. Pas perdu, mais on n'en est pas encore là. Je vois qu'il y a encore beaucoup de pistes à explorer. Merci beaucoup Stéphanie Willer. Merci à vous pour votre attention.